Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Canal Crab. Tout d'abord, les titres de l'actualité avec à nouveau de terribles incendies dans la région de Los Angeles, où les grands feux n'ont pas fini de ravager des forêts entières, détruisant des milliers de nids et de terriers et mettant des centaines de milliers de personnes à la rue de la forêt. Une véritable tragédie pour cette région, avec des conséquences qui se font déjà ressentir dans tout l'écosystème local. Ensuite, nous irons aux États-Unis avec la polémique du moment pour le PDG de Nasix, reprenant le salut de Voldemort dans un geste qualifié avec une complaisance réservée aux riches blancs de maladroit. Puis nous irons dans les Landes bretonnes où un conflit territorial fait rage entre deux fourmilières rivales. En jeu, un chêne centenaire et ses précieuses ressources, les détails d'une querelle qui fait beaucoup de bruit dans le charmant sous-bois. Et pour terminer sur une note sucrée, nous vous emmènerons dans les plaines du Périgord où une petite ruche produit un miel d'exception. Une fierté locale qui fait le bonheur de tous les habitants du coin et même au-delà. Mais d'abord, direction Los Angeles pour ouvrir ce journal avec des images bouleversantes de ces incendies qui ont ravagé les forêts, détruisant les habitations et forçant de nombreuses personnes à fuir, abandonnant parfois toute leur vie. Nous rejoignons notre envoyé spécial Michael Fox en direct depuis le sol californien. Michael, bonjour, quelle est la situation sur place ? Bonsoir Jean-Pierre, ici à Los Angeles, la situation est tout simplement catastrophique. Regardez autour de moi des hectares de forêt réduits en cendres. Là où il y a quelques jours à peine de nombreux oiseaux chantaient et des cerfs gambadaient, il ne reste malheureusement aujourd'hui qu'un désert noir et fumant. Les quelques habitants que j'ai croisés, venus vérifier si leur maison ou leur réserve pour l'hiver avait survécu, sont traumatisés. Certains parlent déjà d'un exode massif, comme cette famille de castors que j'ai rencontrée ce matin. Leur barrage construit depuis plusieurs générations n'a pas résisté aux flammes. Nous avons interviewé le père, visiblement très ému. C'est toute notre histoire qui part en fumée. On va devoir tout reconstruire, mais où ? À cause de ces enculés d'humains, les rivières sont polluées. Et l'eau manque à cause de leur putain de piscine de merde. Terrible, absolument terrible. Nous ressentons bien la détresse de ce père de famille. Michael, que savons-nous de l'origine de ces incendies ? Que donnent les premiers résultats de l'enquête ? Eh bien, Jean-Pierre, les premiers éléments de l'enquête confirment ce que beaucoup savent déjà. Ici, en Californie, 9 incendies sur 10 ont une origine humaine. Mais ce qui interpelle le plus les experts, c'est le fait que ces incendies se déclarent en plein hiver. Une saison où les feux de cette ampleur sont normalement impensables. Ici, le réchauffement climatique n'est un fantasme que pour ceux qui tirent profit de la situation. Un vieux cerf nous confiait plutôt avec calme et une tristesse palpable qu'autrefois la neige arrivait tôt et restait longtemps, protégeant ainsi la forêt et en gardant les sols humides, et qu'aujourd'hui, ils attendaient une neige qui, malheureusement, ne vient plus. Ces mots, Jean-Pierre, reflètent la mémoire vivante de cette région et l'inquiétude qui gagne tous les habitants face à ces bouleversements sans précédent. Michael, face à une telle catastrophe, l'espèce humaine prend-elle des mesures pour réparer ces dégâts ? Y a-t-il des efforts concrets pour venir en aide aux habitants sinistrés ? Les humains, ils font ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire parler d'eux-mêmes, et surtout des riches, puisque ce sont ceux qui payent les médias. Ils pleurent des heures entières sur une poignée de villas brûlées, versent une petite larme sur quelques pauvres pour donner le change, et pour nous, la stratégie est toujours la même, faire comme si nous n'existions pas. Alors oui, il y a bien quelques trop rares humains qui replantent des arbres ou installent des abris artificiels pour les déplacer, une petite poignée d'idéalistes qui veulent sauver les meubles pendant que les autres passent le bulldozer pour construire des parkings, comme cet espace derrière moi qui serait vraiment enrichi de pouvoir y garer quelques voitures. Des parkings, voilà qui résume parfaitement la vision humaine de l'environnement. Une belle dalle grise bien plate et surtout qui ne brûle pas. Une solution révolutionnaire. Merci Michael pour ce point complet. Nous restons aux États-Unis pour aborder le prochain titre avec la polémique du moment. Le PDG de Nasix se retrouve au cœur d'un tourbillon médiatique pour un geste jugé peu orthodoxe après avoir fait apparaître le symbole de Voldemort durant un événement présidentiel. Mais est-ce vraiment une maladresse ou une stratégie parfaitement calculée ? Michael Fox sur place à Washington nous éclaire sur cette affaire. Oui, Jean-Pierre, l'affaire fait des vagues et pas qu'ici à Washington. C'est un véritable tsunami médiatique qui déferle. Et quand un geste soulève autant de questions, c'est qu'on touche un peu à l'essence de la bêtise humaine, la véritable source d'énergie de notre époque. Le PDG de Nasix, l'homme d'affaires qui a, selon lui, inventé l'intelligence, s'est récemment retrouvé sous les projecteurs pour un geste, disons, provocateur. Lors d'un événement présidentiel particulièrement survolté, l'homme n'a fait rien de moins que faire apparaître dans le ciel de Washington le symbole de Voldemort, le tristement célèbre mage noir responsable d'un génocide contre les moldus, les métis moldus sorciers et même les sorciers de souche prônant la diversité magique. Alors, maladresse ou manipulation stratégique, Jean-Pierre, les experts sont divisés.
Certains affirment que c'était un symbole d'amour très répandu dans l'Empire magique romain, quand d'autres ne peuvent s'empêcher d'y voir simplement un soutien des idées génocidaires de Voldemort, peut-être en raison de ses propos réguliers, comme sur les ravages du wokisme magique et l'usage du polynectar dans le cadre du changement de sexe. Le PDG de Nazix, lui, dément tout lien avec le mage noir et évoque un simple geste d'amour, peut-être envers Voldemort. Une chose est sûre, Jean-Pierre, ce geste a déclenché une onde de choc, à croire que l'homme aime attiser la flamme pour mieux se chauffer à la polémique, en espérant que cela ne devienne pas un nouvel incendie incontrôlable. Un geste de génie. Exactement ce qu'il faut pour rassembler un pays fracturé. On ne peut nier qu'en bonhomme d'affaires, il a de l'ambiguïté à revendre. Merci pour cette analyse, Michael. À présent, mesdames et messieurs, direction les Landes bretonnes, dans la petite forêt de Saint-Caillou de Colombier, où un conflit territorial agite deux fourmilières autour d'un chêne centenaire. Une querelle aux enjeux aussi anciens que la forêt elle-même, un reportage signé Margot Pétal. Dans les Landes bretonnes, la vie est d'ordinaire paisible, rythmée par le murmure du vent et le craquement des feuilles. Mais depuis plusieurs jours, un conflit sans précédent agite les sous-bois. En cause, un chêne centenaire, véritable trésor de la région, convoité par deux fourmilières rivales. Ici, au pied de ce chêne imposant, deux colonies s'affrontent depuis plusieurs jours. D'un côté, les Formica rufa, établis depuis des années et considérés comme les gardiens historiques du territoire. De l'autre, les Lasius niger, fraîchement arrivés, bien décidés à s'installer dans cette zone qu'elles jugent plus riche en ressources. Pour ces deux groupes, ce chêne représente bien plus qu'un simple arbre. Il est une source de nourriture, d'abri et de survie. Mais face à l'intensité du conflit, la situation menace de dégénérer. Certains habitants des environs parlent même d'un exode imminent si les tensions ne s'apaisent pas. Pour l'instant, aucun signe de trêve à l'horizon, et la vie quotidienne des sous-bois reste perturbée. Eh bien voilà, une situation bien agitée pour les tranquilles Landes bretonnes. Espérons que les deux parties parviennent à un accord avant que la forêt ne devienne un véritable champ de bataille. Et pour finir ce journal sur une note plus légère, direction les plaines du Périgord où une petite ruche naturelle fait parler d'elle. Ici, pas de conflit, mais une véritable success story dans le monde de la pollinisation. C'est ici, dans une clairière cachée des plaines du Périgord, qu'une ruche sauvage attire tous les regards, ou plutôt toutes les papilles. Cette colonie d'abeilles, installée dans un tronc creux depuis des années, produit un miel qui fait l'unanimité parmi les habitants locaux. Une richesse en pollen varié, une méthode de production respectueuse des cycles naturels, résultat, un miel d'une qualité exceptionnelle, décrit par certains comme le meilleur qu'ils aient goûté depuis des décennies. C'est un exemple parfait de ce que la nature peut offrir lorsqu'elle est laissée en paix, loin des interférences de toutes sortes. Un vrai régal pour les papilles et un peu de douceur dans un monde souvent trop agité. Eh bien voilà qui fait plaisir à entendre, n'est-ce pas ? Comme quoi, même dans les coins les plus discrets, la nature trouve toujours un moyen de briller. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prenez soin de vos coquilles et à très bientôt pour une nouvelle édition de Canal Crabe, le journal qui observe l'actualité sous un autre regard. Bonne journée.